Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Lee Enfield numéro 1 MK3 Star de chez Double Bell. Oh, on a échappé belle. Un peu plus si vous aviez une revue normale. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Lee Enfield numéro 1 MK3 Star de chez Double Bell. Avant toute chose, je tiens à remercier Taiwan Gun pour son soutien. Vous retrouvez le lien pour acheter cette réplique et les chargeurs en description. Et je vous invite vraiment à passer par ce lien pour acheter. Comme ça, Taiwan Gun sait que mes vidéos sponsorisées ne sont pas inutiles. Pour information, je n'ai pas de contrepartie financière, à part celle de pouvoir continuer à collaborer avec eux. On va faire un petit overview de cette réplique. En bon français. Elle est réalisée en bois et en zamac, plus quelques pièces en aluminium. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu des pièces plastiques. Elle est sortie milieu 2024, un peu avant en Asie, et a vocation à rejoindre prochainement nos shops français. Après, est-ce que les distributeurs français iront sur cette réplique ? Je l'ignore encore. Cette reproduction Airsoft du fusil SMLE au Lee Enfield numéro 1 MK3 Star fonctionne grâce à des fausses cartouches. Double Bell, qui fabrique également le Mauser 98K dans plusieurs versions, a repris les mêmes cartouches. Et ça c'est cool, quand on en trouve en stock. Et si on en trouve, ça peut être en 5 exemplaires. Parce que oui, il y a de la place pour 6 cartouches dans le magasin amovible, contre 10 pour le modèle original. Première fois que je vois une réplique d'Airsoft où on peut tirer moins de billes que sur le vrai. C'est un concept. Elle fonctionne à ressort. C'est donc un bolt en spring, ou un boulon à printemps, comme dirait Google Translate. On est proche du rouleau de printemps là, n'empêche. Bon, en même temps, c'est un fusil fabriqué en Chine, donc on est raccord. Donc c'est un spring qu'on arme quand on ferme le verrou. Du coup, faut en avoir un petit peu dans le bras au moment de refermer. Les magasins sont amovibles à l'aide de la petite clavette qu'on a sur le dessous. Finalement, c'est comme sur le numéro 4 MK1 de chez G&G. Vous pouvez donc soit avoir un seul magasin et vous chargez les cartouches au fil de la partie, ou vous avez des chargeurs de prêt avec les cartouches déjà dedans. Et oui, ce sont des chargeurs et des magasins. Cette fois, on peut dire les deux. On continue sur les caractéristiques techniques avant de partir dans le détail. Son prix, 213,88 € sur Taiwan Gun au moment où je tourne cette vidéo. Pour le look qu'il a, je trouve que c'est pas très cher. Pour le tir par contre, en sortie de boîte, on repassera. La réplique pèse 4350 grammes, 4,3 kg, avec chargeur et cartouche, dont 460 grammes de magasin et de cartouches. Soit un poids réaliste. En sortie de boîte, pour du cheap, franchement, qui l'eût cru. Dans le package, on a donc la réplique, 6 fausses cartouches, une petite note sur la puissance, sur un petit papier fait par Taiwan Gun. Donc ici, on voit 380 fps, on vérifiera ça au test chrono ensuite. On a un chargeur magasin, ainsi qu'une petite notice papier. M'ont toujours fait marrer ces petits pictos, mais ceux-là sont quand même un minimum intelligents. Là, ils disent de porter des lunettes, pas de ne pas diriger vers des adultes, vers des humains. Donc, bien comprendre, ça faut être très con par contre. Là, vous pouvez être emprisonné si vous utilisez ça sur un lieu public. Et ouais. Au niveau du réalisme de la réplique, là, j'ai beaucoup de choses à dire, et je suis là pour ça. Et pourtant, je n'ai pas eu de Lee Enfield original entre les mains depuis quelques temps. Déjà, on peut voir que les dimensions sont grosses. Pas forcément au niveau de la longueur, mais au niveau de l'épaisseur. Et si vous avez rigolé à cette phrase, vous avez une place en enfer. Mais les dimensions, c'est vraiment le problème qu'on retrouve sur cette réplique. C'est ça qui fait que la réplique ne coûte pas si cher que ça en fait. La R&D a pris ses mesures à l'arrache. Si ça ressemble, ça peut se vendre. Suivez-moi pour d'autres conseils marketing. Comment je l'ai remarqué? Parce que de base, on ne peut pas faire passer une bretelle dans les passants. Il m'a fallu acheter des vrais passants ici pour que ça passe enfin. Du coup, si ça passe pas, ce sont plus des passants finalement, ce sont des non-passants. J'ai également acheté une grenadière à l'avant pour aller avec, parce que j'aime pas la forme de celle sur la réplique avec la grosse charnière sur le dessus. Et là, surprise, effroi, diantre, Entre. ça ne passait pas. Mais pas genre quelques centimètres à creuser, comme sur le Lee Enfield numéro 4 MK1 de chez G&G. Là, ça sentait que ça n'allait vraiment pas passer. On le sent, nous les hommes, quand on est sûr que ça ne rentrera pas. Le bois est donc
beaucoup trop large, même s'il est beau. Et pourtant, à l'avant, il est trop court de quelques millimètres. Bon, nativement, ça ne se voit pas. Parce que, en effet, j'ai creusé l'avant à la perceuse pour dégager l'orifice qu'on a normalement près du groin de cochon. Alors que, à l'origine, sur la réplique, c'est plein et moulé dans la masse, avec une fausse vis à côté. Les plus perfectionnistes remplaceront également la vis, ce que je n'ai pas fait. Et c'est à cet endroit qu'on devine l'extrémité du bois, qui devrait se prolonger de quelques millimètres. Mais je préfère laisser comme ça, sinon ça se verrait sans doute beaucoup plus. Le mieux est l'ennemi du bien. J'ai décapé le bois complet pour le reteinter en version plus foncée et légèrement satinée. Parce que nativement, la couleur de la réplique ne me plaisait pas. Encore, je n'ai pas décapé le métal pour ensuite le rebronzer. Autant le bois, par contre, je devais faire quelque chose. Voici la tronche de la réplique avant que j'y touche. En sortie de boîte donc. Une baïonnette originale ne passera pas dessus parce que là aussi, problème de dimension, le tenon à l'avant est trop large. Après, c'est pas dur de limer à la Dremel pour pouvoir faire passer ce petit outil, ce petit cure-dent sur la réplique, surtout si vous voulez faire du drill avec. On a un paquet de vis un peu partout qui ne sont pas réalistes, mais je ne vous conseille pas de vouloir les cacher comme chez Denix. Certaines peuvent se retrouver sur des versions de Lie-Enfield, j'imagine que celle-là, elle existe en vrai, dans certaines versions éventuellement, mais je n'ai encore jamais vu de vis latérale comme celle-ci, ou même celle qui permet de tenir le garde-main supérieur. Ici, sur le vrai Lie-Enfield, on devra avoir deux têtes de vis pour fixer des clips qui enserrent le canon. Donc cette vis-là, je suis sûr et certain, elle n'est pas réaliste. Et on a également des vis en trop sur le rail supérieur ici, qui permet de glisser les lames chargeurs. Sur le vrai, on n'a pas les vis sur le côté. J'ai ajouté une rondelle sur la crosse côté droit pour en faire un Lie-Enfield de première guerre, mais qui peut être réutilisé seconde guerre. J'en ai acheté une vierge. J'en ai pas trouvé une déjà frappée pour pas trop cher finalement. Du coup je l'ai frappée moi-même. Le résultat pour une fois ne me plaît pas des masses. Surtout que la vis fournie dépasse beaucoup. Du coup j'ai mis mon pseudo. Ça c'est rigolo. Mais j'ai un peu loupé. Je ferai mieux la prochaine fois. La réplique ne dispose d'aucun marquage. À part sur la hausse qui est mobile et réaliste. Et un numéro de série peint sur le côté gauche. Il faudrait donc, à coup de graveuse laser, rajouter des marquages ici sur le côté droit et à l'avant de la chambre ici. Et gros saut de réalisme, encore une fois au niveau des cotes, il est impossible d'y mettre un numéro de série ici, comme en vrai à cet endroit. Pas la place. Par contre, petit conseil, mettez une pointe de colle sur la goupille de la hausse. Juste avec les manipulations de fusil en faisant mes plans sur ma couverture brune, l'axe est parti et j'ai failli le perdre. La hausse est tombée à côté du coup. Ça sur le terrain pour retrouver l'ensemble, c'est proche de l'impossible. L'axe à la base du pontet est également à surveiller. Au moment du remontage, j'ai pu remettre la goupille à la main, donc elle peut se barrer facilement. Attention au chargeur, il faut bien l'enfoncer. Là c'est pas bon. Voilà, il y a eu un clic, mais il en faut un bon clic. Voilà, il faut bien l'enfoncer, sous peine de le perdre lui aussi. Mais il est tellement lourd que vous le remarquerez vite si vous le perdez. Ceci dit, il n'est pas nécessaire d'enlever le chargeur si vous avez des clips de cartouches prêts, qui sont plus faciles à transporter que les chargeurs eux-mêmes, surtout en première guerre. Comme je le disais, les anciennes cartouches D-Boy Double Bell sont compatibles. Mais certaines, en tout cas chez moi, restent coincées dans la chambre, peut-être à cause de l'usure du bourrelet. Du coup, l'extracteur ne fonctionne pas. Non, calme-toi petit ventre, je ne parle pas de toi quand je parle de bourrelet. En vrai, j'ai comparé une cartouche qui passait et une cartouche qui ne passait pas. J'ai même utilisé un pied à coulisse et je n'ai trouvé aucune fucking différence. Bon après, c'est aussi un avantage. Vous perdez du temps, certes, mais vous pouvez extraire la bastos au doigt en passant par-dessous. Ça vous évitera de la perdre, vous contrôlerez son extraction. Et vous avez vu que ça m'a pas pris 3 plombes. La sûreté sur le côté gauche est fonctionnelle, même si le fusil n'est pas armé. Mais ne bascule pas assez pour être réaliste. Normalement, ça se bascule à 180 degrés, pas seulement à 90 comme ici. La culasse par contre se bloque avec le levier de sûreté. Et ça c'est super utile si vous avez votre culasse armée avec votre fusil à l'épaule. Parce que le fusil peut s'ouvrir brusquement à cause du ressort armé si un de vos équipements vient toucher le levier d'armement. Et donc potentiellement abîmer la culasse. Ce serait dommage. Vous avez vu quand même que j'ai pas levé beaucoup, hein, ça se déverrouille. Ceci dit, ça se comporte à peu près comme le vrai à ce niveau. Ce fusil. La plaque de couche est en zamac et non en laiton. Un peu dommage, j'hésite même à la repeindre en doré. On a une trappe dans la plaque
pour y stocker une clé Allen pour régler le hop-up. La vis se situe ici. Mais ce trou permet aussi d'accéder à la vis de démontage de la crosse. Et pour démonter cette partie, il faut choper la vis cruciforme qui se situe à ce niveau-là avec une rallonge pour visseuse. On va pouvoir mettre dedans. Et une fois que vous avez chopé la vis avec votre embout, allez-y d'un coup. Elle est en relief et votre embout va glisser sur les bords. Mais je note qu'il n'y a pas de jeu dans la crosse. Et ça c'est cool, ça paraît solide du coup. Le trou pour régler le hop-up se situe, je vous en ai parlé, juste sous la hausse dans le bois. Donc bien caché. C'est bien plus discret que le curseur latéral de chez SNT. La culasse, elle est mastoc, mais elle sera sans doute plus solide que celle du 98K de la même marque. Petite faute de réalisme cependant, une de plus, le percuteur ne recule pas lorsque votre culasse est armée. Bon point cependant, le corps de la culasse est noir d'origine, et non couleur alu comme le Moser. Cette culasse peut se démonter de manière réaliste. On remarque du coup à quel point elle est mastoc quand on la démonte. On a un petit bouton sur le côté ici, pour faire dérailler la tête de culasse. On appuie sur le bouton, on recule la culasse, puis on fait pivoter le collier, la tête de culasse, vers le haut pour finalement tirer. Pour remonter, on appuie sur la détente, on remet la tête de culasse à son emplacement, on peut réavancer la culasse. Et ensuite, ne pas hésiter à mettre un petit coup de doigt parce que la petite pièce ici a tendance à se bloquer. Et voilà. Le canon serait en 6 mm 02, ce qui lui donnerait une précision pas trop mauvaise. Sauf que je vais vous renvoyer encore une fois vers la chaîne de mon ami Chef Pampan qui parle de contagion par le zéro. Parce qu'on peut avoir une Ferrari. Si on met dedans un moteur de 2 chevaux, ça devient une merde. Et le truc zéro ici, ce sont les cartouches qui ont une forme, une usure, des joints, et on n'aura jamais les mêmes performances à chaque tir. Vous le verrez pour le test de tir avec des cartouches réellement neuves, à peine utilisées. Parfois, la culasse bloque au 4/5e de la course, et il faut aussi reprendre à 2 fois pour complètement la refermer. Si vous ne faites pas attention, la culasse va repartir vers l'arrière et ça peut surprendre. Et ceci dit, je doute que la fixation de la culasse tienne longtemps si vous la maltraitez. Dans le chargeur, quand vous réintroduisez vos cartouches après les avoir rechargées avec une bille par cartouche, il faut bien taquer les cartouches vers l'arrière pour que la culasse la prenne bien. Des fois, si vous allez vite, vous chambrerez à vide parce que la culasse passe à quelques millimètres de la cartouche. La zone de contact est vraiment petite au début. Mais si vous penchez légèrement votre culasse vers le haut lorsque vous refermez, parce qu'on a naturellement un léger jeu, alors vous aurez plus de chances de choper la bastos. Je doute que les lames chargeurs d'origine de 303 passent, vu que ce ne sont pas des cartouches de 303. Hélas, j'en ai pas sous la main pour tester, et les lames chargeurs de Moser que j'ai ici ne bloquent pas sur le rail, ça rentre direct dans le chargeur. Du coup, c'est un peu dommage. Le son du fusil est presque réaliste quand on le manipule, parce que le son en airsoft aussi, c'est important. Le tir rapide peut être compliqué, parce que le ressort d'origine, il est assez costaud. Et en plus, il faut ramasser les étuis après chaque tir. Ce qui, à mon sens, interdit son utilisation en partie d'airsoft réel, et a plus sa place dans un jardin, ou en reconstitution. Ou en reconstitution dans mon jardin. Venez chez moi et donnez-moi votre matos. La bretelle est ici une reproduction, bon, datée de 41, peut-être mettre un petit coup de blanco pour planquer la date, parce qu'avec cette tenue de 1916, ça fait très retour vers le futur. Ah bah, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Vous pouvez utiliser cette réplique pour du Première Guerre, pour de l'Entre-deux-Guerres, pour du BEF 1940, puis de la 8e armée d'Afrique du Nord. C'est quand même assez sympa d'avoir un fusil qu'on peut utiliser sur une aussi longue période. Ça prouve à quel point les Anglais avaient, comme les Français en 1940, une guerre de retard. Et surtout, c'est la deuxième réplique d'airsoft de fusil première moitié du XXe siècle à pouvoir utiliser des fausses cartouches, vu que la première était le Moser 98K dans plein de versions différentes, que ce soit D-Boys, Maruchin, GEG ou Double Bell, et que ce soit en version gaz ou spring. Si vous avez envie d'upgrader votre réplique, ne touchez pas au ressort. Déjà que la culasse est difficile à manipuler, si vous mettez un ressort encore plus costaud, vous aurez encore plus de mal à fermer le verrou. Et si vous voulez refermer la culasse sans armer, vous pouvez, en appuyant sur la détente, au moment de refermer le verrou. Réaliste et classique finalement. On va maintenant passer au test de tir, puis test chronie à la 0,20 g, hop-up réglé, puis un test de tir à 30 mètres, et enfin à 45 mètres à la 0,25 g.
Voilà pourquoi ici ils ont arrêté ce système là à partir de 1916, un truc comme ça. Voilà, ça abîme un peu la crosse, hein. Déglingue même. Tout ça parce que je suis comme ça. C'est vrai que sur la patine de l'ancienne que j'ai mise ici, un peu dommage. On peut voir que la valeur indiquée par Taiwan Gun est réaliste, parce que mon hop-up est réglé, et qu'ils ont dû faire des mesures hop-up à 0. La puissance est correcte, on pourra avoir des bonnes performances, mais on peut voir que ça donne vraiment des résultats aléatoires. Peut-être que le bloc hop-up pourrait être amélioré, mais on reste quand même tributaire des joints et des cartouches. Un vrai discours de fumeur, ça. En conclusion, c'est une réplique agréable qui pourra servir dans les reconstitutions où les armes à blanc sont interdites, pour les tournages de films, et pour les parties d'airsoft où vous n'avez pas besoin de tirer à plus de 45 mètres. Et aussi trouver des bonnes adresses pour pouvoir avoir des cartouches. Il me semble que les cartouches Ratec proposées par Sweet Airsoft sont compatibles. À vérifier. Parce qu'en plus, les cartouches dorées, c'est quand même plus joli. Bon, ça, c'est des D-Boy, hein, c'est pas les Ratec. En tout cas, peut-être qu'il est possible d'en faire quelque chose en modifiant le bloc hop-up et le canon. À vous de voir. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à laisser un petit commentaire pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rappelez-vous que c'est pour vous que je travaille. Grâce à vous que je peux continuer, donc m'aider à progresser par vos partages, c'est vous apporter toujours plus de contenu sur ma chaîne. Je change de bons procédés. Et hors de question de faire la manche et du chantage comme certains confrères youtubeurs ont pu faire il y a un temps. Je remercie encore Taiwan Gun pour son soutien. Retrouvez le lien pour commander cette réplique en description de cette vidéo. Et petit avantage, comme son nom ne l'indique pas, Taiwan Gun est en Pologne, donc en Europe. Et ainsi vous n'aurez pas de frais de douane, c'est déjà compris dedans. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Si t'aimes l'histoire, si t'aimes le jeu, viens découvrir Neo 035, c'est du sérieux. Spécialiste d'airsoft, maître de la seconde guerre. Avec humour et passion, il te prend sous son aile. Il présente les soldats, les répliques, les blindés, de l'américain en français, tout est bien montré. Soviétique, anglais, ou même l'allemand. Sur sa chaîne, tout est fait avec soin et talent. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés, il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, l'airsoft seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Alors abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Neo, c'est la meilleure des cultures. Chaque vidéo est un voyage dans le temps. Les détails sont précis, tout est frappant. Neo te montre les armes, les tactiques oubliées, des batailles célèbres, comment s'explorer. Il recrée des scènes avec sérieux et humour, mais toujours avec respect pour le grand retour. De la France à la Russie, des USA à l'Allemagne, il te guide avec soin à travers cette campagne. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des...